Bonsoir, le journal de TV78 pour faire le point sur l'actualité locale. Bienvenue dans cette édition du mercredi 8 janvier. Voici les titres. Le parcours du 78e Paris-Nice dévoilé ce matin. La course au soleil partira pour la 11e année consécutive des Yvelines. Une première étape le 8 mars à Plaisir. Le lendemain, la compétition cycliste s'élancera de la commune de Chevreuse. Plus courtes, elles vont durer 4 semaines contre 6 auparavant. Les soldes d'hiver ont débuté ce mercredi. Les consommateurs vont pouvoir faire de bonnes affaires, mais seront-ils au rendez-vous? Nous vous avons posé la question. Enfin, la page municipale 2020, il a été élu voici un an après plusieurs mois de tension à Coignères. Le maire sortant Didier Fischer est candidat pour un nouveau mandat. Il conduira la liste Un élan durable pour Coignères. Avant de développer ces titres, l'hommage rendu ce matin à la policière municipale Clarissa Jean-Philippe. Une cérémonie s'est déroulée à Montrouge sur le lieu où elle a été assassinée le 8 janvier 2015 dans l'exercice de ses fonctions. L'Yvelinoise 13e victime de la série d'attentats terroristes qui a touché Charlie Hebdo et l'Hypercacher en janvier 2015 qui fera en tout 17 morts. Clarissa Jean-Philippe habitait Carrière-sous-Poissy. Le square au pied de l'immeuble où elle résidait a été rebaptisé à son nom il y a 3 ans. C'est devenu une tradition pour les Yvelines. Le Paris-Nice s'élancera une nouvelle fois du département. Pour cette édition, la course cycliste fera étape à Plaisir et Chevreuse. Les détails de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. Une 78e édition du Paris-Nice, une nouvelle fois au départ du 78. La course au soleil s'élancera depuis le département des Yvelines pour la 11e année consécutive. Lors de chaque rendez-vous, les organisateurs doivent se renouveler et créer de nouveaux tracés. Objectif, surprendre les spectateurs. Depuis 11 ans, on voit quand même pas mal de choses. Les 3 dernières années, encore davantage de choses quand les conditions atmosphériques, climatiques s'y mettent avec du vent. On voit des bordures, on voit tout un tas de choses. Donc c'est ça le vélo aujourd'hui, donc il faut absolument qu'on trouve, nous organisateurs des terrains de jeu, et les Yvelines nous offrent la possibilité donc de mettre en place ces terrains. Cette année, la ville de Plaisir a été choisie comme terrain pour accueillir la première étape de cette édition 2020. Le départ sera donné le dimanche 8 mars depuis la commune. Le peloton fera une boucle de 154 km à travers les Yvelines en passant par Bennes, Montfort-l'Amaury ou encore Neaufeu-le-Château. Une satisfaction pour Plaisir qui a attendu de nombreuses années avant d'être ville départ de l'épreuve. Ça nous frôle chaque année, mais cette fois-ci, c'est vraiment bien installé, surtout que le village va être dans le parc du château, qui est un lieu de rassemblement familial et un lieu de rassemblement festif pour l'ensemble de la ville. Donc voilà, on n'attendait que ça. Le lendemain, c'est Chevreuse, moins de 6000 habitants, qui accueillera le départ de la 2e étape vers le Loiret et des stars internationales comme Julien Alaphilippe ou Egan Bernal. La commune sera la 19e ville des Yvelines à être village départ de l'épreuve. Chevreuse est considérée par les spécialistes comme une terre de cyclisme. C'est vrai que c'est un endroit qui est particulièrement prisé des amateurs de vélo, beaucoup de professionnels aussi qui viennent faire leur pré-saison et leur mise en route en ce moment d'ailleurs sur les routes de la vallée de Chevreuse. Donc c'est un endroit qui s'y prête vraiment et que je pense les cyclistes apprécient. L'histoire d'amour entre les Yvelines et le Paris-Nice n'est pas prête de s'arrêter. Le partenariat qui devait s'achever en 2021 devrait être reconduit cette année pour 4 nouvelles éditions supplémentaires. La période des promotions a commencé. Les soldes d'hiver se déroulent jusqu'au 2 février. Les commerçants vont pouvoir vendre à perte, mais sur une période plus courte. Désormais, 4 semaines contre 6 auparavant. L'objectif, redynamiser cette opération en perte de vitesse. Allez-vous y prendre part? Mathilde Demilly et Jade Brun vous ont posé la question. On s'est dit, tiens, ça fait un moment qu'on n'y a pas été le premier jour, mais là, aujourd'hui, on va y aller. Peut-être que les affaires seront meilleures, je ne sais pas, on verra bien. Beaucoup d'opérations sont déjà faites par les magasins, à travers des ventes privées, d'autres opérations commerciales, ça n'a plus d'intérêt particulier. C'est moins 30%, donc j'attends encore un petit peu, j'attends encore une quinzaine de jours. Le reste de l'année, je n'achète pas parce que je suis boursière et qu'aujourd'hui, j'ai décidé que j'ai déjà fait une sorte de liste sur mon téléphone de ce qu'il me faut, donc c'est pas du compulsif, mais premier jour, je me dis qu'il y a encore des trucs dans les magasins. On dépense tout pour les fêtes et après, oui, hein, c'est important pour acheter des vêtements.
Dans l'actualité aussi, le 35e jour de grève contre la réforme des retraites. Demain jeudi, une grande mobilisation interprofessionnelle est prévue à Paris. Plusieurs écoles du territoire pourraient être impactées par le mouvement. N'hésitez pas à vous rapprocher des différents services de vos communes pour connaître les dispositifs d'accueil mis en place. Du côté des transports, ce sera encore compliqué pour cette journée de jeudi. Sur la ligne U, comptez un train toutes les 30 minutes aux heures de pointe. C'est un train par heure aux heures creuses. Pour la ligne N, il y aura un train toutes les 15 minutes à 2h30 sur l'axe Paris-Montparnasse-Rambouillet aux heures indiquées. C'est peu ou prou la même chose sur l'axe Plaisir-Grignon. Enfin, pour les lignes de RER, le RER-C comptait un train sur 3. Côté A, un train sur 2 aux heures de pointe et un train toutes les 30 minutes sur la branche Yvelines aux heures creuses. Et c'est un train sur 2 aux heures de pointe pour le RER-B, un train sur 3 aux heures creuses. La suite des vœux des communes à leurs habitants hier mardi, c'était à Guyancourt. 700 personnes ont assisté à la cérémonie au pavillon Waldeck-Rousseau de Guyancourt. Premier exercice du genre pour François Morton, élu en mai dernier. Bilan de l'année 2019, remise de récompenses aux habitants et perspective pour cette année. Son interview au micro de Michael Elmidoro. Je souhaite que cette année 2020 soit une année de fraternité et de solidarité. C'est important qu'on retrouve cette notion de l'humain dans la ville. Et nous mettrons tout en œuvre pour que ce soit le cas. Pour ses premiers vœux aussi en tant que maire de Saint-Cyr-l'École, Sonia Brault, élue en février, a fait une tournée des quartiers. Lancement hier mardi à l'Hôtel de Ville. En 2019, le nouveau quartier Charles Renard a continué de naître. Plusieurs rues ont été inaugurées ainsi qu'une crèche ouverte en septembre. Les Libellules, autre grand projet, le futur complexe sportif Pierre Mazot avec la pose de la première pierre. Livraison prévue au premier trimestre 2021. Et pour 2020, la nouvelle maison des associations devrait être terminée. Les propos recueillis par Marilène Yapichino. Ça a été une année qui a été riche en événements, puisqu'on a eu une saison événementielle qui a été importante. On a eu la chance d'avoir de nouveaux habitants qui ont répondu présents aux événements de la ville, que ce soit la journée saint-cyrienne, la fête de la ville et d'autres événements. Et donc on se rend compte qu'on a de plus en plus de personnes présentes aux événements et c'est bien, ça fait plaisir de voir que chacun s'intéresse à ce qui se passe dans sa ville. Une prochaine cérémonie est prévue le 16 janvier dans le quartier de l'Épidore. 2020 qui pourrait être l'année charnière d'un artiste. Sommeil, bonsoir. Bonsoir. De votre vrai nom, Julien Milon. Alors, vous avez rencontré à la résidence de jeunes travailleurs Marcel Callot à Versailles, où vous résidez actuellement. Versailles, où vous vous produirez ce vendredi à partir de 20h30, troisième vendredi du rock sur la scène de la salle Marcel Tassancourt avec deux autres groupes. Avant de parler de vous et de votre projet Sommeil, les vendredis du rock, c'est un tremplin, c'est ça ? Comment ça fonctionne, ce tremplin ? En effet, oui, c'est un tremplin qui met en scène la musique rock, mais pas que, en fait. Et c'est un tremplin qui existe depuis 9 ans déjà, qui a eu plusieurs occurrences. Et il y a des groupes régionaux qui sont vraiment privilégiés pour passer et être promus sur cette scène. Et pourquoi y participer ? C'est pour donner un bond à votre carrière, aussi parce que vous résidez à Versailles, il y a un côté local aussi qui joue ? Absolument, c'est des conditions de jeu déjà qui sont vraiment très très bien à la salle Marcel Tassancourt. Et puis après, c'est vrai que c'est une visibilité, une exposition qui ne sont pas négligeables. Et du coup, je suis très content d'avoir été sélectionné pour ce passage-là. Ce passage, alors pour se faire une idée de vous, de votre univers, je vous propose d'écouter tout de suite cet extrait de votre premier single, Ami à temps. Tu habites mon âme, c'est dans les sourires que tord le diable. Je m'attends au pire quand tu es aimable. Et si je surprends ton rire, c'est insupportable. J'en oublie tous tes charmes. Quand je m'y lance, je sens les vagues. Extrait d'Ami à temps. Alors Sommeil, ce titre parle de vos rêves abandonnés, de la douleur du passé. Finalement, il y a des paroles mélancoliques, mais sur une mélodie entraînante. C'est quoi votre style du coup ? Absolument, oui, parce que mon style, c'est un peu le métissage. Je suis originaire de Martinique à la base, et c'est vrai que j'ai fait des études de musicologie, donc je mélange un peu à la musique caribéenne, mes influences musique classique, et gros fan de rock aussi. Donc voilà, je mets là-dedans un peu de rock indie, rock britannique, c'est un gros mélange en fait. Avec des inspirations qui vont de Jean-Jacques Goldman à la musique classique avec Maurice Ravel ? Complètement, Jean-Jacques Goldman pour les textes, qui est vraiment une référence, Laurent Voulzy. Et Jean Ferrat, tout ça, c'est des auteurs qui m'ont vraiment beaucoup inspiré et qui continuent de m'inspirer.
Votre première rencontre avec la musique, à quand remonte-t-elle? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire je veux faire ma vie autour de la musique? La musique, c'est quelque chose, chez moi, ça a commencé très tôt en fait. À 10 ans, j'ai vraiment commencé en autodidacte, d'abord par les instruments, donc le piano, la guitare, et puis finalement, quand j'ai fait mes études de musicologie, c'est là que j'ai eu vraiment un contact avec la composition, l'harmonie, et tout ce qui est le conservatoire et même l'Opéra Jeune de Montpellier, dans lequel j'ai chanté dans les chœurs pendant 3 années. Donc voilà, tout ça, c'était plein d'expériences qui m'ont amené aujourd'hui à lancer mon projet solo. Et pour concrétiser ce projet, justement, vous habitiez le sud de la France, vous êtes monté à Paris. Les premières semaines, les premiers mois ont été difficiles? C'est vrai d'arriver sur Paris comme ça, avec quelques possibilités, mais pas tout non plus. C'est vrai que ça a été un parcours assez difficile au début et qui s'est vraiment stabilisé à mon arrivée sur Versailles. Oui. Ça a permis, cette intégration dans la résidence Marcel Callot, de vous stabiliser, avoir votre logement à loyer plutôt dérisoire, plutôt bas, et de pouvoir vous consacrer à votre musique, c'est ça? C'est ça, d'être dans la région parisienne, d'avoir une stabilité au niveau du foyer. Et puis voilà, c'est vraiment mon dossier qui a été poussé par le foyer Marcel Callot. Et c'est une chance en fait. Et le fait d'échanger avec les différents aussi résidents, ça crée une émulation, ça peut aussi pousser à l'inspiration dans vos prochaines musiques? Justement, je joue sur scène vendredi avec Léa, qui est donc une des résidentes du foyer aussi. Elle est flûtiste. Et voilà, c'est vrai que c'est plein de rencontres. Et entre l'équipe, entre les résidents, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. Votre actualité pour terminer, la sortie d'un prochain titre très prochainement, et aussi un EP qui devrait sortir en février? C'est ça, un EP qui va sortir très bientôt. Je prépare le tournage de mon 2e clip aussi. Et voilà, un album en préparation aussi. Un album en préparation, voilà. Ça sera en objectif de cette année 2020. Merci Sommeil. Je rappelle que vous êtes sur la scène des Vendredis du Rock, justement à Versailles, à la salle Marcel Tassancourt. Votre actualité, on la retrouve bien sûr sur votre site internet et sur vos différents réseaux sociaux. Merci beaucoup. Allez, retour en 2019 à présent, comme chaque jour cette semaine, zoom sur les événements qui ont fait l'année passée. Ce soir, embarquement dans notre machine à remonter le temps, direction les mois de juillet à septembre avec Nicolas Dandry. Du changement au début du mois de juillet à la tête de la gendarmerie des Yvelines, une passation de commandement dans la cour de la préfecture du département. Le colonel Sylvain Tortelier succède au colonel Loïc Barras, en poste depuis 3 ans sur le territoire. Commander dans ce magnifique département des Yvelines avec autant de diversité, autant de problématiques, ça rend le challenge et le défi d'autant plus intéressant en fait. Du changement, ils n'en veulent pas, celui prévu pour réformer le baccalauréat et le cursus scolaire au lycée, un programme contesté et préparé par le gouvernement. Certains professeurs des Yvelines ont poursuivi leur mobilisation pour protester contre la réforme de cet examen, cela à travers une grève des corrections des copies dans les lycées du département. Autre corps de métier, autre mouvement social, les sapeurs-pompiers ont commencé une grève nationale intersyndicale au début de l'été. C'est le cas dans les casernes yvelinoises, plusieurs revendications, demande d'effectifs et de moyens supplémentaires et amélioration des conditions de travail. Durant la période estivale, les pompiers yvelinois ont été plusieurs fois sollicités, notamment sur l'incendie du SIAP à Achères. Le centre de traitement des eaux usées a été touché par un incendie le 3 juillet 2019. Un site classé Céveso, aucune victime humaine à déplorer et le feu a été rapidement maîtrisé. Néanmoins, conséquence directe, la Seine a connu un épisode de pollution. 3 tonnes de poissons morts ont été repêchés. Services de l'État, élus locaux, associations et riverains s'organisent autour de réunions pour lancer la résolution du problème. On gère directement les 6 premiers kilomètres qui sont à la sortie des rejets de la station d'épuration et on considère qu'il y a eu 99% de mortalité sur ces 6 kilomètres. Autre incendie, il s'est déclaré dans la soirée du 31 juillet 2019. Le toit des halles du marché de Morpas s'est embrasé. Un feu d'origine criminelle. Un temps installé au square de la Marche, les commerçants ont pu se réinstaller à côté de la structure Place Ribou au mois de septembre. Septembre sonne la rentrée des classes pour plus de 305 000 élèves yvelinois, la première rentrée scolaire pour le nouveau directeur académique Antoine Destré. Les nouveautés de ce début d'année scolaire, la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat pour les élèves de première, avec notamment la fin des sections S, ES et L. Tous les lycées nous ont répondu vendredi, enfin même plus, c'était il y a plusieurs jours que voilà, les choses se passaient bien.
Le gouvernement a aussi fait sa rentrée avec 7 priorités. La lutte contre les violences conjugales et les féminicides. Des mesures ont été prises. Un Grenelle de 3 mois a été lancé autour des associations et des services de l'État. Moi, ce que j'ai retenu de ce Grenelle, c'est prévention des violences conjugales, la prise en charge des victimes et finalement la sanction contre les auteurs. Le développement de la mobilité douce se poursuit à Saint-Quentin en Yvelines. La passerelle piéton-cycliste reliant Plaisir à Elancourt a été inaugurée. Une infrastructure permettant de passer au-dessus de la Nationale 12 et de longer la RD 30. Autre signe de ce développement, le lancement de Véligo dans l'agglomération. Ce service développé par Île-de-France Mobilité permet de louer des vélos électriques pour 40 € par mois. Le vélo dans le cœur des Yvelines. Le 28 juillet, les coureurs du Tour de France ont pris le départ de la dernière étape à Rambouillet. Le jeune Colombien Egan Bernal, maillot jaune sur le dos, a remporté cette édition à Paris. Ses supporters ont fait trembler les rues rambolitaines durant cette fin d'après-midi. L'émotion et la joie de toute une nation. Je suis très très heureux, c'est l'un des plus grands jours de ma vie. Autre émotion nationale, la tristesse de millions de Français suite au décès du 5e président de la 5e République de 1995 à 2007. Jacques Chirac s'est éteint le 26 septembre 2019 à l'âge de 86 ans. Un homme politique de droite, fondateur du RPR. Il a été notamment à l'origine de l'engagement en politique du président du département des Yvelines, Pierre Bédier. Je pense que je ne me serais sans doute pas engagé s'il n'avait pas été là. C'était une personnalité hors norme. Le 30 septembre a été décrété journée de deuil national, journée des obsèques de Jacques Chirac. Plusieurs hommages lui ont été rendus à travers le pays. Et on parle des élections municipales pour terminer ce journal, d'abord avec cette 4e candidature connue à La Verrière, une liste regroupant des habitants. La Verrière citoyenne sera conduite par Gérard-Claude Morfin, ancien élu dans la commune et ex-vice-président de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Il souhaite faire de La Verrière une ville innovante et rassemblée avec une priorité donnée au développement durable et à la démocratie participative. La Verrière où son candidat également, le conseiller municipal d'opposition Nicolas Dainville, l'actuel premier adjoint Jean-Yves Blé et la maire sortante communiste Nelly Dutu qui sera notre invitée demain. Mon invité dans cette édition, c'est Didier Fischer. Bonsoir. Maire sans étiquette de Coignères, vous serez la tête de liste d'un élan durable pour Coignères. On rappelle le contexte, vous avez été élu pour la première fois en décembre 2018 lors d'une municipale partielle, succédant à Jean-Pierre Sevestre et démissionnaire après une période de vive tension dans la commune. La fusion avortée avec Morpa qui a causé une opposition citoyenne et aussi des défections au sein de la majorité municipale. Jean-Pierre Sevestre avait lui-même succédé à Henri Pailleux, maire depuis 1986 et qui a démissionné en avril 2015. Voilà pour le contexte posé. Après un peu plus d'un an de mandat, il est évident pour vous de vouloir transformer l'essai, de continuer cette mandature avec un mandat plus long. Oui, ça semblait être une évidence, d'autant plus je ne pense pas qu'on ait démérité. On avait un projet qui était ambitieux mais réaliste. On l'a réalisé aujourd'hui à 80%. Les 20% restants, en définitive, sont en cours. Donc, on est plutôt satisfait de cette mandature. Ça veut dire cette période de tension qu'il y a eu en 2018, elle est totalement derrière les Coignériens. C'était une de nos promesses d'ailleurs, c'était de revenir à de la sérénité, de redonner un nouvel élan à la ville et à l'action municipale. Aujourd'hui, les Coignériens que je rencontre me disent que c'est gagné d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils sentent effectivement cette sérénité aujourd'hui retrouvée en ville, et puis il y a cet élan, il y a ce dynamisme qu'ils apprécient d'une manière générale. Maintenant, évidemment, je ne rencontre pas forcément tout le monde, et les gens qui me parlent ne sont peut-être pas ceux qui s'opposent à moi, donc voilà. Et si vous faites le bilan, vous disiez que 80% du programme a été réalisé. C'est 80% du programme qui est réalisé. Bon, je pense à la Maison des Jeunes, je pense à la réfection du City Stade, je pense au gymnase qui est en travaux en ce moment. Il y a d'autres réalisations. On a mis, par exemple, en place un véritable service de l'insertion professionnelle. Et puis, il y a quelque chose dont je suis content, et l'équipe aussi est contente, c'est la fameuse navette scolaire. Puisque nous, on a une ville quand même avec des quartiers excentrés, de l'autre côté de la Nationale 10, et ça, c'est très utile aujourd'hui pour les enfants
pour qu'ils puissent se rendre dans les 2 groupes scolaires. Et on voit bien, c'est une réussite, puisqu'on est parti, on avait 22 enfants en septembre. Aujourd'hui, on en a 45 qui sont véhiculés de cette façon-là. Et c'est intéressant, parce que je ne m'en étais pas rendu compte forcément tout de suite, mais les parents me disent, ils ont gagné en autonomie. Les enfants ont gagné en autonomie. Nous, on a gagné au niveau environnemental aussi, parce qu'on a moins de voitures devant les écoles. Et d'une façon générale, c'est un vrai service qui est rendu aujourd'hui à cette catégorie de la population. Alors, votre liste sera une nouvelle fois sans étiquette comme il y a un an. On le sait, Didier Fischer, vous êtes un homme de gauche. Est-ce que vous revendiquez une investiture? Est-ce que vous attendez un soutien? Non, j'attends aucun soutien. Je revendique aucune investiture. La liste sera sans étiquette. Moi-même et mes colistiers ne sont pas encartés. Donc, vous voyez, on est vraiment tout à fait libre, indépendant en quelque sorte, même si, évidemment, en tous les cas, moi, j'ai eu un passé à gauche et je reste un homme de gauche, bien entendu. D'ailleurs, ça se sent aussi dans les politiques que l'on mène, je pense, à Coignères. Il y a une attention très particulière dans le domaine social, notamment. Mais au sein de votre liste, diverses opinions politiques, est-ce que ce sera justement avec la même équipe que vous allez reproposer cette candidature? La même équipe, c'est-à-dire renouvellement. Effectivement, il y a un fort noyau qui sera effectivement le noyau de base, mais qui est important. Disons, l'équipe sera renouvelée aux environs d'un tiers à peu près. Aux environs d'un tiers, ce qui permet d'afficher aussi un certain renouvellement, des visages nouveaux, des gens qui veulent s'engager pour leur commune, qui veulent travailler dans l'intérêt commun, dans l'intérêt collectif. Je pense que c'est une bonne chose et il n'y avait pas de raison. Oui, la liste est complète. Je suis encore en train de faire un certain nombre de choix parce que c'est quand même pas évident et puis j'attends encore un peu avant de publier cette liste, mais la liste est complète, oui, bien sûr. Votre programme, ou plutôt vos priorités pour la commune, vous les avez évoquées dans une lettre adressée aux habitants en novembre dernier. Volet environnement, notamment, vous souhaitez que Coignères intègre le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, une intégration qui pourrait être progressive à partir de 2023 avec un statut de ville-porte pour Coignères. Pourquoi cette démarche? Pourquoi vouloir intégrer le PNR? Je pense que c'est important pour Coignères, qui a une image qui n'est pas forcément une image très bonne du côté de l'environnement, quand on voit cette nationale 10, quand on voit ces zones d'activité qui sont aujourd'hui dans une situation un peu de dégradation dans certains côtés. Donc l'idée d'intégrer le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse, c'est en fait une façon de dire, vous voyez, Coignères, c'est aussi un village, Coignères, c'est aussi 70% de terres agricoles, Coignères, c'est aussi aujourd'hui, parmi ces terres agricoles, 70% de terres qui sont en bio. Donc on serait sûrement la commune, aujourd'hui, qui aurait le plus de terres en bio si on était intégré au parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse. Et puis, quelque part, c'est profiter de l'ingénierie du parc aussi, dans toutes nos politiques. Ça pourrait faire profiter notamment peut-être des projets en termes de patrimoine. Il y a aussi du patrimoine en Haute-Vallée de Chevreuse. Vous souhaitez faire classer l'église Saint-Germain d'Auxerre? Voilà, c'est effectivement un de mes souhaits et ça sera une de mes propositions. Le classement ou l'inscription, je dirais, au monument historique donc, de cette église, tout simplement parce qu'elle le mérite. C'est une église qui a une base du XIIe siècle, du XIIe au XIXe siècle, qui a des superbes vitraux, qui a un tableau aussi de valeur à l'intérieur, et cela permet aussi de définir une zone de protection aussi pour le vieux Coignères, pour l'ancien village. Donc, et ça, je crois, les habitants sont très attachés à la protection de leur village. Autre volet, c'est la culture. Vous voulez doter la commune d'une politique culturelle importante avec la mise en place d'une direction dédiée. L'idée, c'est de donner notamment un nouveau souffle au théâtre Alphonse Daudet. Il n'y a pas assez de Coignériens qui se rendent aujourd'hui dans ce théâtre. 20%. Les spectacles aujourd'hui au théâtre Daudet, c'est 20% de Coignériens. La jauge est à 20%, je trouve que c'est insuffisant. Je rencontre des gens qui me disent « le théâtre, c'est pas pour nous ». Eh bien si, c'est pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment développer une politique culturelle d'envergure, parce que la culture, c'est pas simplement ce petit supplément d'âme, c'est la vie.
Et je crois qu'on a tous besoin, en effet, de culture. Alors, je veux aussi, par exemple, par rapport au théâtre, y créer des activités qui ne sont pas forcément des activités théâtrales. Par exemple, il y a un répare-café qui s'est installé au théâtre, ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent pour réparer, je ne sais pas moi, un grille-pain, un poste de radio, et puis qui entrent au théâtre, qui voient les affiches, qui voient les programmes, puis qui se disent après tout, tiens, pourquoi pas? Eh bien, c'est gagné. Et j'ai eu 2-3 réflexions comme cela la dernière fois, lors du dernier Répar Café, où des gens qui m'ont dit, ah ben finalement, je ne savais pas, je crois que je vais venir à la prochaine représentation. Ben, vous voyez, c'est ça, finalement. C'est comme ça, la culture, elle infuse de cette façon-là. Alors d'autres priorités, on aura l'occasion d'en parler dans différents reportages, l'éducation, famille et emploi. Je voulais vous faire réagir parce que vous êtes également vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, en charge de l'action sociale. Est-ce que le travail avec la collectivité que vous menez, est-ce qu'il est satisfaisant? Est-ce que vous souhaitez le renforcer? Ah bah écoutez, si on peut le renforcer, on le renforcera. Mais moi j'ai une très bonne relation, je dirais on travaille en confiance avec la collectivité, avec l'agglomération. On travaille aussi sur tout ce qui est aujourd'hui requalification urbaine, l'étude Paris-Ouest, le carrefour de la Malmodone. Voilà, là on travaille très bien avec les équipes de Saint-Quentin. Je dirais que c'est déjà engagé, c'est-à-dire qu'il y a déjà une relation qui est forte. Le passé, c'est le passé. Vous savez comment la Coignères est entrée finalement dans la communauté d'agglomération. On y a été précipité par un arrêté du préfet. Bon, aujourd'hui, par une décision préfectorale, aujourd'hui, c'est le passé. Aujourd'hui, on est à Saint-Quentin en Yvelines. Eh bien, on joue notre rôle au sein de l'agglomération. Dernière chose très rapidement, ce programme, vous allez le co-construire avec les habitants. Vous organisez d'ailleurs des ateliers thématiques. Oui, on a déjà organisé toute une série d'ateliers thématiques. Votre prochain rendez-vous avec les habitants? Le 16 janvier, où on va faire un rendu justement de ces ateliers thématiques et on va commencer à proposer les premiers véritables éléments du projet. Merci Didier Fischer, je rappelle que Merci vous êtes beaucoup. le maire sortant de Coignères, tête de liste au municipal de cette candidature sans étiquette, un élan durable pour Coignères. Et je précise qu'une autre liste est en course aussi pour le moment dans la commune, celle menée par Xavier Girard qui mènera la candidature citoyenne Coignères Avenir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le retour à l'antenne du 7-8, Société, la reconnaissance faciale, une technologie qui fascine autant qu'elle inquiète, thématique abordée ce soir. Belle soirée sur TV78.